Excusez-moi, dis-je, ma voix plus tranchante que je ne l'avais voulu. Que faites-vous dans notre maison? L'oncle Terence me regarda avec un sourire condescendant qui me donna la chair de poule. Notre maison? Autumn, ma chérie, tu n'es qu'une enfant. Tu ne peux pas sérieusement penser que tu peux entretenir cet endroit avec 3 garçons et sans revenu. C'est notre maison familiale, dis-je fermement. Mon père nous l'a laissée. Vraiment? Intervint tante Lisa, sa voix dégoulinante d'une fausse douceur. Parce que nous avons fouillé dans ses papiers et nous n'avons trouvé aucun testament ni document qui le prouve. Mon cœur se serra. Dans tout le chaos du deuil et de la prise en charge de mes jeunes frères, je n'avais jamais imaginé qu'un être humain, quel qu'il soit, puisse être aussi cruel et inhumain au point de nous chasser de la maison de notre défunt père en ces temps difficiles. 3 jours. Ils nous donnèrent 3 jours pour emballer toute notre vie et quitter la seule maison que mes frères avaient jamais connue. Avant de continuer, merci de cliquer sur le bouton d'abonnement, de liker cette vidéo et de me dire dans les commentaires de quel pays vous regardez. Je m'appelle Autumn Carter et voici l'histoire de comment ma famille a essayé de nous détruire et comment nous avons survécu pour réclamer ce qui nous revenait de droit. J'ai 32 ans maintenant, assise dans mon bureau surplombant le centre d'Atlanta. Mais quand je ferme les yeux, je sens encore l'odeur de moisi de cet appartement au sous-sol où j'ai élevé mes 3 demi-frères après que notre monde s'est effondré. Les gens me demandent toujours comment j'ai fait, comment j'ai réussi à nous garder unis alors que tout semblait sans espoir. La vérité, c'est que j'ai failli ne pas y arriver. Il y a eu des nuits où je pleurais jusqu'à m'endormir, me demandant si nous tiendrions jusqu'au mois suivant. Mais j'avais fait une promesse à ces garçons et je n'ai jamais rompu une promesse de ma vie. Laissez-moi commencer par le début. Quand mon père, Raymond Carter, est décédé d'une crise cardiaque soudaine, il n'avait que 45 ans, fort comme un chêne un jour, et parti le lendemain. Papa avait toujours été mon héros. Un homme qui s'était hissé de rien, qui aimait sa famille avec ferveur et qui m'avait appris que l'intégrité valait plus que l'or. Ma mère biologique, Danielle, était décédée d'un cancer quand j'étais très jeune. Je me souviens à peine d'elle, mais papa gardait sa mémoire vivante à travers des histoires et des photos. 2 ans après la mort de maman, papa épousa Angela, une femme douce qui n'a jamais essayé de remplacer ma mère, mais qui m'aimait comme si j'étais de son propre sang. Angela donna naissance à 3 garçons, Malik, Jordan et Cameron. Malik avait 15 ans quand papa est mort, calme, réfléchi et responsable au-delà de son âge. Jordan, 13 ans, était plein de blagues et de rires qui pouvaient illuminer n'importe quelle pièce. Cameron, seulement 11 ans, restait mon petit frère à tous égards, sensible et gentil avec le plus grand cœur qu'on puisse imaginer. Angela fut dévastée par la mort de papa. Elle l'aimait de tout son être, et la voir dépérir était comme regarder quelqu'un s'effacer lentement. 3 mois après l'enterrement de papa, Angela mourut dans son sommeil. Le médecin parla d'insuffisance cardiaque, mais je savais mieux que ça. Elle était morte d'un cœur brisé. En l'espace de 3 mois, je suis passée d'étudiante en 2e année d'université, rêvant de devenir enseignante à tutrice unique de 3 garçons en deuil. Mais je n'étais pas préparée à ce qui allait suivre. Le lendemain de l'enterrement d'Angela, l'oncle Terence se présenta chez nous avec sa femme, tante Lisa, et leur fille, ma cousine Belle. L'oncle Terence était le frère aîné de papa, un homme dont je n'avais jamais eu confiance, même enfant. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une froideur qui me mettait mal à l'aise chaque fois qu'il regardait le modeste succès de notre famille. « Autumn, ma chérie, dit tante Lisa avec une fausse douceur. Il faut qu'on parle de la maison et de l'avenir des garçons. J'étais épuisée par le deuil et les préparatifs des funérailles, mais quelque chose dans leur attitude me mit en alerte. « Que veux-tu dire ?» L'oncle Terence s'éclaircit la gorge. « Eh bien, ton père n'a pas laissé de testament, et cette maison a une hypothèque à payer. Les garçons ont besoin de tuteurs appropriés, des adultes capables de subvenir à leurs besoins. Je peux subvenir à leurs besoins, dis-je fermement. Mon père nous l'a laissé. Tu as 19 ans, Autumn, interrompit Belle avec un sourire narquois. Tu peux à peine prendre soin de toi-même. Raymond n'a jamais discuté de la garde avec nous, mais nous sommes de la famille. Nous prendrons les garçons et tu pourras leur rendre visite quand tu veux. Mon sang se glaça. Les prendre? Ils ne vont nulle part. Nous restons ensemble. Le masque de l'oncle Terence tomba un instant, et je vis le calcul dans ses yeux. Autumn, sois raisonnable. Tu n'as pas de travail, pas d'économie. Comment vas-tu nourrir 3 garçons en pleine croissance, payer cette maison? Ils méritent de la stabilité.
On se débrouillera, dis-je instinctivement, me rapprochant de mes frères, qui écoutaient depuis l'encadrement de la porte de la cuisine. C'est alors que l'oncle Maurice apparaît. Le plus jeune frère de papa, toujours discret, tapi dans l'ombre. Mais il y avait quelque chose de dangereux dans son silence. Il avait fouillé dans les papiers de papa pendant que nous parlions. Il n'y a pas de testament, annonça-t-il. Pas de police d'assurance vie non plus, juste des dettes. Je savais que c'était faux. Papa était méticuleux avec ses finances, toujours à parler de s'assurer que nous étions protégés. Mais quand j'ai demandé à voir les papiers, l'oncle Terence devint agressif. On essaie de t'aider, Autumn. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Le lendemain matin, ils revinrent avec un certain Monsieur Banks, un avocat que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait des documents officiels qui prétendaient prouver que papa était mort intestat, sans testament. Selon ces papiers, en tant que parents les plus âgés encore en vie, les oncles avaient le droit de prendre des décisions concernant les enfants mineurs. C'est faux, ne cessais-je de répéter. Papa avait un testament. Il me l'a montré l'année dernière. Monsieur Banks me regarda à peine. Je suis désolé, Mel Carter, mais il n'y a aucune trace d'un testament. Le patrimoine est essentiellement sans valeur, juste des dettes et cette maison hypothéquée. En une semaine, ils avaient légalement retiré mes frères de ma garde. En 2 semaines, ils avaient vendu notre maison familiale pour payer ce qu'ils prétendaient être les dettes de papa. On m'a donné 3 jours pour emballer nos affaires et trouver un autre endroit où vivre. La veille de notre départ, j'ai rassemblé Malik, Jordan et Cameron dans ce qui était autrefois notre salon, maintenant vide, avec seulement quelques cartons. « Écoutez-moi, dis-je. Je ne sais pas ce qui se passe ni pourquoi, mais je vous promets une chose. Tout ira bien. Je vais prendre soin de vous, quoi qu'il arrive. Même si je dois sauter des repas, vous les garçons, ne vous coucherez jamais le ventre vide. » Malik, essayant de rester fort à 15 ans, hocha la tête. « On le sait, Autumn, on te fait confiance. » Jordan, habituellement le plaisantin, était inhabituellement silencieux. « On est vraiment pauvres maintenant? Je n'ai pas beaucoup d'argent, admis-je, mais on sait l'un l'autre. C'est ce qui compte. » Cameron se blottit sur mes genoux, chose qu'il n'avait pas faite depuis des mois. « Je veux que papa revienne. »« Je sais, bébé. Je sais, mais papa nous aimait, et où qu'il soit, il veut qu'on prenne soin les uns des autres. Tu peux m'aider à faire ça? » Il hocha la tête contre mon épaule, et je fis une promesse silencieuse à la mémoire de mon père. Je ne laisserai pas ces enfants souffrir. Nous avons emménagé dans un appartement en sous-sol à East Atlanta, trouvé via une annonce sur Craigslist. Le loyer était de $800 par mois, ce qui semblait impossible avec mon salaire à temps partiel dans le commerce de détail, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre. L'appartement était humide, avec des plafonds bas et une petite fenêtre qui laissait à peine entrer la lumière. La propriétaire, Madame Rodriguez, fut assez gentille pour nous laisser emménager avec seulement un dépôt partiel après que je lui eus expliqué notre situation. La première nuit dans cet appartement, je restais éveillée, écoutant mes frères respirer dans leur chambre partagée. J'avais exactement $347 sur mon compte en banque, 3 garçons en pleine croissance à nourrir, et aucune idée de comment j'allais y arriver. Mais j'étais déterminée à essayer. J'abandonnais l'Université d'État de Géorgie la semaine suivante et commençais à travailler à 3 emplois. Le matin, je nettoyais des bureaux en centre-ville pour $12 de l'heure. L'après-midi, je travaillais dans un dîner appelé Sunny's Kitchen pour $8 de l'heure, plus les pourboires. Les soirs et week-ends, je faisais du babysitting pour des familles à Buckhead, qui payaient bien et ne posaient pas trop de questions sur ma situation. Les garçons durent changer d'école, passant de leur district suburbain agréable à des écoles urbaines surpeuplées et sous-financées. Je les voyais lutter pour s'adapter, essayer de ne pas se plaindre de leur nouvelle réalité. Malik assuma des responsabilités qui me brisaient le cœur. Il commença à faire les courses et à préparer le dîner quand je travaillais tard. Il aidait Jordan et Cameron avec leurs devoirs et s'assurait qu'ils faisaient leur corvée. À 15 ans, il était plus responsable que la plupart des adultes que je connaissais. Jordan utilisait l'humour pour faire face, plaisantant même quand nous mangions des nouilles ramen pour le 4e soir consécutif. « Hé, Autumn, tu crois que si on mange assez de ces trucs, on va se transformer en nouilles? Je pourrais être Spaghetti Jordan. » Cameron eut le plus de mal à s'adapter. Il avait été le bébé de la famille, protégé et choyé. Et soudain, nous luttions pour garder les lumières allumées. Il commença à faire des cauchemars et se glissait dans mon lit au milieu de la nuit, murmurant « Est-ce qu'on va s'en sortir, Autumn ?»« Tout ira bien, murmurai-je en retour,
même si je n'étais pas sûre d'y croire moi-même. Au bout de notre 2e année dans le sous-sol, j'avais mis en place un système qui nous maintenait à flot, à peine. Je travaillais environ 70 heures par semaine, dormais peut-être 5 heures par nuit et vivais de café et de détermination. Les garçons prospéraient malgré nos circonstances. Malik maintenait une moyenne de 3,8, Jordan intégra l'équipe de basketball et Cameron rejoignit la chorale de l'école. Mais le stress me tuait. Une nuit particulièrement difficile, je rentrais de mon 3e travail pour découvrir que l'électricité avait été coupée. J'avais été en retard sur le paiement et malgré mes appels suppliants, la compagnie d'électricité nous avait coupés. C'était décembre, froid et sombre, et je restais assise dans ma voiture devant notre immeuble, pleurant jusqu'à ne plus pouvoir respirer. J'avais exactement $23 sur mon compte. Le loyer était dû dans 5 jours. Les garçons avaient besoin de manteaux d'hiver. Cameron toussait, et j'avais peur qu'il ait besoin de voir un médecin. Mais nous avions perdu notre assurance maladie quand j'avais abandonné l'école. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'envisageais d'appeler l'oncle Terrence. Peut-être avait-il raison. Peut-être que les garçons seraient mieux avec des adultes capables de subvenir à leurs besoins. Mais ensuite, je me suis souvenu de la façon dont l'oncle Terrence avait regardé notre maison, du calcul dans ses yeux, de la rapidité avec laquelle ils avaient agi pour se débarrasser de moi. Quelque chose clochait dans toute cette situation, et mon instinct me disait que mes frères n'étaient pas en sécurité avec ces gens. J'ai séché mes larmes, je suis rentrée et j'ai allumé toutes les bougies que j'ai pu trouver. Quand les garçons m'ont demandé pourquoi il n'y avait plus d'électricité, j'en ai fait une aventure. On fait du camping en intérieur, qui veut raconter des histoires de fantômes. Nous nous sommes blottis ensemble sur le canapé, sous toutes les couvertures que nous possédions. Et pendant quelques heures, on aurait dit une vraie famille à nouveau. Jordan racontait des blagues ridicules. Malik nous lisait à la lumière des bougies. Et Cameron s'est endormi sur mes genoux. Cette nuit-là, après qu'ils furent couchés, j'ai commencé un journal. J'ai noté tout ce dont je me souvenais à propos des finances de papa, des réunions avec les oncles et M. Banks, de la rapidité étrange avec laquelle nos vies avaient été démantelées. Je ne savais pas pourquoi je consignais tout cela, mais un instinct me disait que j'en aurais besoin un jour. Les garçons et moi avons créé nos propres traditions et blagues internes. Les dimanches matins étaient réservés aux pancakes. Peu importe à quel point l'argent manquait, je m'assurais toujours d'avoir les ingrédients pour des pancakes. C'était notre petit luxe garanti et nous le rendions spécial avec les garnitures que nous pouvions nous permettre. Quand Malik a eu 16 ans, je n'avais pas les moyens de lui offrir une voiture ni même une grande fête. Mais j'ai économisé pendant des mois pour lui acheter une belle montre dans une boutique de prêteurs sur gage. Chaque homme Carter a besoin d'une bonne montre, lui ai-je dit, reprenant une phrase que papa disait souvent. Malik a pleuré en l'ouvrant, pas parce qu'elle était chère, mais parce qu'il savait ce que cela représentait. Il savait que j'avais fait des sacrifices pour lui offrir. « Autumn, a-t-il dit, tu n'as pas à faire des choses comme ça. »« Tu es mon frère, l'ai-je interrompu. Tu mérites de belles choses. Tu mérites tout. » L'anniversaire des 16 ans de Jordan était différent. Il parlait de vouloir emmener une fille au cinéma, mais il était gêné de ne pas avoir d'argent ni de vêtements corrects. J'ai travaillé des heures supplémentaires pendant 2 semaines et lui ai acheté une belle chemise, puis je l'ai emmené choisir le parfum parfait. « Tu es tellement beau », lui ai-je dit alors qu'il se préparait pour son rendez-vous. « Papa serait tellement fier. »« Merci maman », a-t-il dit avant de se reprendre. « Je veux dire Autumn, désolé. »« C'est pas grave », ai-je répondu, bien que ma gorge se soit scellée d'émotion. « C'est pas grave. » Cameron était différent de ses frères. Artistique et sensible, avec une voix magnifique. À 14 ans, son professeur de chorale m'a dit qu'il avait un vrai talent et devrait envisager des cours de chant. Je n'avais pas les moyens de payer des leçons professionnelles, mais j'ai trouvé une ancienne chanteuse d'opéra à la retraite qui donnait des cours chez elle et acceptait le 3. Je nettoyais sa maison 2 fois par semaine en échange des leçons de Cameron. La première fois que je l'ai entendu chanter en solo lors d'un concert scolaire, un silence total s'est abattu sur l'auditorium. J'ai pleuré là au milieu du public. Même Rodriguez, qui était devenue comme une grand-mère pour nous, m'a serré la main. « Tu as élevé de bons garçons », a-t-elle murmuré. « J'essaie », ai-je répondu tout bas. À 23 ans, nous vivions en mode survie depuis 4 ans. J'étais épuisée d'une manière que le sommeil ne pouvait réparer, fonctionnant uniquement à l'énergie et à l'entêtement. Les garçons allaient bien,
Malik était en terminale avec des perspectives d'université. Jordan brillait dans l'équipe de basketball et Cameron gagnait des concours de chant. Mais moi, je m'effondrais. J'avais développé des migraines chroniques à cause du stress et du manque de sommeil. J'avais perdu trop de poids parce que je donnais souvent ma part de nourriture aux garçons. Je n'avais pas eu de rendez-vous amoureux ni de vie sociale depuis que nous avions emménagé dans le sous-sol. Toute mon existence tournait autour du travail et de la sécurité et de la nourriture pour mes frères. Une nuit, je me suis effondrée au dîner, je suis tombée en portant un plateau de nourriture et tout est devenu noir. Je me suis réveillée aux urgences, Madame Rodriguez me tenant la main et mes 3 frères, terrifiés, dans un coin. « Vous êtes épuisé » m'a dit le médecin. « Votre corps s'effondre. Quand avez-vous dormi une nuit complète ou mangé un vrai repas pour la dernière fois ?» Je n'ai pas pu répondre, car je ne m'en souvenais honnêtement pas. « Oh Tom » a dit Malik quand nous sommes rentrés. « Ça doit s'arrêter. Tu te tues. »« Je vais bien » ai-je insisté, mais nous savions tous que ce n'était pas vrai. « Non, tu ne vas pas bien » a dit Jordan. « Et on ne peut pas te perdre aussi. » Cameron, maintenant 15 ans et presque aussi grand que moi, m'a entouré de ses bras. « On va trouver une autre solution, mais tu dois aussi prendre soin de toi. » Cette nuit-là, j'ai eu une crise qui couvait depuis des années. J'ai sangloté jusqu'à ne plus pouvoir respirer, pleurant non seulement mes parents, mais la vie que j'avais abandonnée, les rêves que j'avais sacrifiés, la jeunesse que j'avais perdue. Mes frères m'ont tenu pendant que je pleurais. Et pour la première fois depuis le début de tout ça, je les ai laissés prendre soin de moi. J'ai peur, ai-je admis. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de vous laisser tomber. Tu plaisantes ? A dit Malik. Autumn, tu nous as sauvés. Tu nous as tout donné. On va y arriver, a ajouté Jordan, tous ensemble. Et un jour, a dit Cameron avec une sagesse bien au-delà de son âge, on s'assurera que tu n'aies plus jamais à t'inquiéter pour l'argent. C'est Jordan qui a d'abord suggéré que quelque chose n'allait pas avec la succession de papa. Il avait 17 ans à ce moment-là, suivait un cours d'économie avancée et avait commencé à poser des questions sur le tribunal des successions pour un projet scolaire. « Automne », m'a-t-il dit un soir, j'ai lu sur les tribunaux des successions. Quand quelqu'un meurt sans testament en Géorgie, il y a des procédures spécifiques, des annonces publiques, des dépôts au tribunal. Je ne trouve aucune trace de la succession de papa ayant été traitée par un tribunal. J'ai levé les yeux des factures que j'essayais de comprendre comment payer. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que si l'oncle Terrence a vraiment été nommé notre tuteur par les tribunaux, il devrait y avoir des documents, des registres publics, mais il n'y a rien. Malik prenait des notes, la mâchoire serrée de détermination. Ce n'est pas impossible. C'est de la fraude. Mais comment et pourquoi? L'argent, a dit Jordan simplement. C'est toujours une question d'argent. Mais quel argent? Selon l'oncle Terrence, papa était mort sans le sou. La maison était hypothéquée. Il y avait des dettes, pas d'assurance, pas d'économie. Qu'aurait-il pu gagner en détruisant la vie de 4 jeunes? Je me suis mise à creuser plus loin, utilisant les compétences que j'avais acquises pendant mon année et demie à l'Université d'État de Géorgie avant d'abandonner. J'ai demandé des copies du transfert de titres de propriété de notre maison, les dossiers d'emploi de papa, tout ce que je pouvais obtenir. Ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. La maison de papa avait été vendue pour 150 000 à une société de développement, 3 fois ce que l'oncle Terrence prétendait qu'elle valait. Les prétendues dettes qui avaient nécessité une vente rapide, je n'en ai trouvé aucune trace pour la plupart. Les quelques dettes légitimes de papa étaient minimes. Des soldes de cartes de crédit, le paiement de l'hypothèque, rien qui justifierait de tout vendre. Mais le plus grand choc est venu quand j'ai contacté l'ancien employeur de papa. Je savais que papa travaillait dans la logistique pour une entreprise de transport, mais je n'avais jamais vraiment compris ce qu'il faisait. Quand j'ai parlé à son ancien patron, M. Williams, j'ai appris que papa n'était pas juste un employé, il était associé. Raymond était brillant, m'a dit M. Williams au téléphone. Il a développé un système de routage qui a révolutionné nos opérations. Nous lui avons proposé de racheter ses parts quand il est tombé malade, mais il a dit qu'il voulait laisser sa part à ses enfants, sa participation en tant qu'associé. Il détenait 40% de Carter Williams Logistics. Personne ne vous l'a dit. Quand il est décédé, ses frères sont venus avec un avocat disant qu'il gérait sa succession. Ils ont liquidé ses parts, disant que c'était pour payer les dettes. La pièce tournait autour de moi. Combien valaient ses parts à l'époque? Environ 3 millions de dollars.
J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mes frères. Quand je leur ai dit ce que j'avais appris, le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. 3 millions de dollars, a finalement murmuré Cameron. Ils nous ont volé 3 millions de dollars, a dit Malik, la voix tendue par la colère. Et ils nous ont plongés dans la pauvreté pendant qu'ils prenaient tout, a ajouté Jordan. Mais ce n'était pas tout. Au cours des semaines suivantes, j'ai découvert d'autres pièces du puzzle. Papa avait bel et bien une assurance vie, une importante. Il avait aussi des comptes d'épargne, des comptes d'investissement et même un petit portefeuille immobilier dont je n'avais jamais entendu parler. Tout avait été liquidé immédiatement après sa mort, avec l'oncle Terrence signant comme prétendu exécuteur de la succession. Le montant total qu'il nous avait volé, près de 5 millions de dollars. Trouver une aide juridique honnête quand on est pauvre est presque impossible. Mais j'étais déterminée. J'ai contacté toutes les organisations de défense des droits civils, toutes les sociétés d'aide juridique, tous les programmes pro bono que je pouvais trouver. La plupart m'ont rejeté. L'affaire était trop complexe, trop coûteuse, trop ancienne. Enfin, j'ai trouvé Sarah Chen, une jeune avocate qui venait de lancer son propre cabinet et était prête à prendre l'affaire en honoraires conditionnels. Elle était passionnée par la justice et avait les ressources pour enquêter thoroughly. C'est l'une des fraudes successorales les plus élaborées que j'ai jamais vues, m'a-t-elle dit après avoir examiné les preuves que j'avais rassemblées. Mais nous avons besoin de plus de preuves. Il faut trouver le vrai testament. C'est alors qu'elle a suggéré d'enquêter sur M. Banks, l'avocat qui avait soi-disant géré la succession de papa. Ce que nous avons découvert, c'est que M. Banks avait été radié du barreau 2 ans après la mort de papa pour inconduite financière. Sarah l'a retrouvé dans une petite ville près d'Augusta, où il travaillait comme vendeur de voitures d'occasion et noyait sa culpabilité dans l'alcool. Au début, il a refusé de nous parler, mais quand Sarah a menacé de révéler son rôle dans la fraude, il a fini par craquer. « Ils m'ont payé 50 000 $, a-t-il sangloté. 50 000 $ pour détruire certains documents et en falsifier d'autres. J'étais endettée, sur le point de perdre ma licence de toute façon. Ils ont dit que c'était juste de la paperasse, que les enfants seraient mieux avec de vrais tuteurs. Quels documents avez-vous détruits ? A exigé Sarah. Le testament, le vrai testament de Raymond et les documents du trust. Il y avait un trust, en gros, créé pour les enfants, mais il avait des conditions. Les garçons devaient obtenir leur diplôme d'études secondaires et la fille devait avoir 25 ans avant que quoi que ce soit puisse être accessible. Mon cœur s'est arrêté. Combien y avait-il dans le trust ? Monsieur Banks m'a regardé avec des yeux hantés. Quand j'ai détruit les documents, ils valaient environ 70 millions de dollars. Avec les intérêts composés des 6 dernières années, il vaut probablement plus de 100 millions maintenant. 100 millions de dollars. Où est-il maintenant ? A demandé Sarah. Toujours là, toujours en croissance. La banque qui détient le trust ne sait pas que le testament a été détruit. Ils attendent toujours que les conditions soient remplies. Armée de la confession de Monsieur Banks et d'une montagne de preuves, Sarah a intenté un procès qui a fait la une des journaux locaux. Une famille locale découvre qu'elle est héritière d'une fortune de 100 millions de dollars après des années de pauvreté. Dès que l'histoire a éclaté, mon téléphone n'a pas cessé de sonner. L'oncle Terrence, l'oncle Maurice, tante Lisa, tous voulaient parler. Ils étaient préoccupés par le malentendu. Ils voulaient trouver un arrangement. J'ai refusé de leur parler sans la présence de Sarah. La première réunion familiale en 6 ans a eu lieu dans la salle de conférence de Sarah. L'oncle Terrence est entré, semblant plus vieux et plus désespéré que dans mes souvenirs. Tante Lisa était visiblement nerveuse, triturant son sac à main et évitant mon regard. L'oncle Maurice conservait son attitude silencieuse et dangereuse. « Autumn, ma chérie, je pense qu'il y a eu un terrible malentendu », a commencé l'oncle Terrence. « Le seul malentendu, c'est que vos clients pensaient pouvoir s'en tirer indéfiniment avec cette fraude », a interrompu Sarah. « Nous essayons de protéger les enfants », a insisté tante Lisa. Autumn était trop jeune, trop inexpérimenté, trop jeune pour gérer son propre héritage, trop inexpérimenté pour élever ses frères. On peut arranger ça. L'oncle Maurice a parlé pour la première fois. La famille n'a pas besoin de laver son linge sale au tribunal. Vous avez cessé d'être de la famille le jour où vous avez jeté 4 enfants orphelins à la rue, a dit Malik, qui avait insisté pour être présent avec Jordan et Cameron. Ils méritaient d'affronter ceux qui leur avaient volé leur enfance. Le masque de l'oncle Terrence a commencé à glisser. Vous, les enfants, ne comprenez pas les complexités.
Nous comprenons le vol. Nous comprenons la fraude. Nous comprenons que vous nous avez regardé lutter pendant 6 ans pendant que vous viviez de notre argent, a interrompu Jordan. Cet argent aurait été gaspillé par une fille de 19 ans, a dit Belle pour la première fois. Elle avait 27 ans maintenant, mariée, avec une hypothèque et des paiements de voiture. Au moins, nous l'avons investi correctement. Investi dans votre style de vie, vous voulez dire? A dit Cameron calmement. Sa voix était devenue plus grave avec les années, et il y avait de l'acier dedans maintenant. La médiation a échoué en 2 heures. Ce qui a suivi fut la bataille juridique la plus acharnée que j'aurais pu imaginer. L'oncle Terence a engagé des avocats coûteux qui ont tenté de prétendre que j'étais une tutrice inapte, que les garçons auraient été mieux avec eux, que tout prétendu héritage était lié à des complexités juridiques au-delà de ma compréhension. Ils ont déposé des contre-plaintes, m'accusant de tentative d'extorsion. Ils ont répandu des rumeurs dans notre ancien quartier, disant que j'inventais des histoires pour de l'argent. Ils ont même essayé de convaincre mes frères de témoigner contre moi, leur offrant des voitures et des frais de scolarité universitaire s'ils admettaient qu'ils auraient été mieux sans moi. Malik, Jordan et Cameron n'ont même pas daigné répondre à ces offres. Mais les oncles n'en avaient pas fini. L'oncle Maurice, le silencieux, s'est révélé être le plus dangereux. Il a commencé à me suivre, se présentant à mes lieux de travail, proférant des menaces voilées sur ce qui arrivait aux gens qui causaient des problèmes à la famille. Une nuit, en rentrant du travail, j'ai découvert que mon appartement avait été cambriolé. Rien n'avait été volé, mais mes documents étaient éparpillés. Mon ordinateur était endommagé, et un mot avait été laissé sur mon oreiller. Certains secrets devraient rester enterrés. J'ai appelé la police, mais il n'y avait aucune preuve de l'auteur. Sarah m'a conseillé d'être prudente, de varier mes routines, de ne jamais être seule si possible. Le stress était écrasant, mais cette fois, je ne l'affrontais pas seule. Mes frères, maintenant des hommes adultes, se sont ralliés autour de moi. Malik avait obtenu son diplôme d'études secondaires et était accepté à Georgia Tech avec une bourse académique. Jordan avait reçu une bourse de basketball pour l'Université de Géorgie. Cameron était en terminale avec une bourse complète pour le Berklee College of Music. Ils auraient pu partir, commencer leur nouvelle vie, laisser la bataille juridique derrière eux. Au lieu de cela, ils sont restés à mes côtés. « Tu as tout sacrifié pour nous, » m'a dit Malik. « Maintenant, c'est notre tour. » Le procès a commencé par une froide matinée de février. Le tribunal était rempli de journalistes, de membres de la famille et de curieux qui avaient suivi l'histoire dans les nouvelles. Je me suis assise à la table des plaignants, portant un tailleur que Sarah m'avait aidé à choisir, mes 3 frères derrière moi au premier rang. De l'autre côté de l'allée, l'oncle Terence, l'oncle Maurice et tante Lisa étaient assis avec leur équipe juridique de haut vol, paraissant confiants et arrogants. Le discours d'ouverture de Sarah a été dévastateur. Elle a exposé la chronologie de la fraude avec précision, utilisant des documents, des relevés bancaires et des témoignages pour dresser le tableau d'une cupidité calculée et d'une trahison familiale. Les accusés n'ont pas seulement volé de l'argent, ils ont volé des enfances. Ils ont condamné 4 enfants orphelins à des années de pauvreté et de lutte pendant qu'ils vivaient confortablement de l'héritage des victimes. La défense a tenté de prétendre qu'ils avaient agi de bonne foi, que la situation juridique était complexe, qu'ils avaient sincèrement cru protéger les intérêts des enfants. Puis Sarah a appelé M. Banks à la barre. L'avocat déchu était visiblement nerveux, transpirant malgré l'air frais de la salle d'audience. Sous serment, il a détaillé comment il avait été payé pour détruire le vrai testament de papa et falsifier des documents pour faire croire que papa était mort sans plan successoral. Ils m'ont dit que c'était pour le bien des enfants, a-t-il témoigné. Mais je savais que je commettais une fraude. Je l'ai regretté chaque jour depuis. Quand Sarah lui a demandé d'identifier ceux qu'il avait payés, il a pointé directement l'oncle Terence et l'oncle Maurice. Le contre-interrogatoire de la défense a été brutal, mais M. Banks a tenu bon. Le mal était fait. Au cours de la semaine suivante, Sarah a systématiquement démantelé les prétentions des oncles. Elle a appelé l'ancien associé de papa, qui a témoigné des 3 millions de dollars frauduleusement réclamés. Elle a présenté des relevés bancaires montrant comment l'argent avait été partagé entre les 3 couples et dépensé en maisons, voitures, vacances et investissements. Elle a montré au jury des photos de notre appartement en sous-sol, contrastées avec des images des nouvelles maisons des oncles. Elle a présenté mes registres de travail, montrant comment j'avais travaillé 3 emplois pour nous maintenir à flot,
pendant qu'il vivait dans le luxe. Mais les témoignages les plus puissants sont venus de mes frères. Malik a pris la parole en premier. Posé et éloquent, il a décrit nos années de lutte, les sacrifices que j'avais faits, la manière dont j'avais maintenu notre famille unie par pure détermination. Ma sœur avait 19 ans quand elle est devenue responsable de 3 garçons en deuil, a-t-il dit au jury. Elle aurait pu abandonner, elle aurait pu laisser l'État nous prendre. Au lieu de cela, elle a abandonné ses propres rêves pour s'assurer que nous ayons une chance de réaliser les nôtres. Jordan a suivi, apportant son charisme naturel au jury. Il les a fait rire avec des histoires de nos dimanches pancakes et de nos aventures de camping en intérieur, puis il les a mis en colère en décrivant comment il m'avait vu m'épuiser à travailler. Je me demandais pourquoi Dieu avait laissé nos parents mourir, mais je pense que je sais maintenant. Il savait que nous avions besoin d'Autumn pour nous élever. Il savait qu'elle nous aimerait assez pour tout sacrifier. Le témoignage de Cameron a été le plus émouvant. À 21 ans, se préparant pour sa carrière musicale, il parlait avec l'assurance posée d'un performeur. Mais sa voix s'est brisée quand il a parlé de nos luttes. Il y avait des nuits où je l'entendais pleurer, a-t-il dit. Elle pensait que nous dormions, mais je l'entendais. Elle pleurait parce qu'elle était fatiguée, parce qu'elle avait peur, parce qu'elle ne savait pas comment elle allait payer le loyer. Mais le lendemain matin, elle se levait, nous préparait le petit déjeuner et nous disait que tout irait bien. Et parce qu'elle y croyait, nous y croyions aussi. Lorsque l'avocat de la défense a tenté de suggérer que les garçons auraient été mieux avec une supervision adulte appropriée, la réponse de Cameron a réduit la salle d'audience au silence. Autumn ne nous a pas simplement supervisés. Elle nous a aimés. Elle a sacrifié sa jeunesse, ses études, sa vie sociale, sa santé, tout pour s'assurer que nous avions ce dont nous avions besoin. Ce dont nous avions besoin, ce n'était pas de l'argent ou une grande maison. Ce dont nous avions besoin, c'était de quelqu'un qui ne nous abandonnerait jamais, quelqu'un qui tiendrait chaque promesse qu'elle faisait. C'est ce qu'Autumn nous a donné. La défense s'est rapidement effondrée. Ils ont essayé de prétendre qu'ils avaient agi de bonne foi, mais les preuves de leurs dépenses somptuaires, pendant que nous vivions dans la pauvreté, rendaient leurs affirmations creuses. L'oncle Terence a témoigné en sa propre défense, soutenant qu'il avait sincèrement cru nous protéger. Mais sous le contre-interrogatoire, Sarah a exposé ses mensonges avec une précision chirurgicale. Monsieur Carter, vous affirmez que vous étiez préoccupé par la capacité d'Autumn à subvenir aux besoins des garçons. Étiez-vous également préoccupé par sa capacité à accéder à un fonds fiduciaire de 100 millions de dollars? Nous ne savions rien d'un fonds fiduciaire. Mais vous avez détruit le testament qui établissait ce fonds, n'est-ce pas? Non, je n'ai jamais. Vous avez payé même sur Banks 50 000 $ pour détruire des documents. Êtes-vous en train de dire à ce tribunal que vous ne saviez pas ce que contenaient ces documents? Plus il restait à la barre, plus son histoire s'effilochait. Quand Sarah en a eu fini avec lui, il était clair pour tous dans la salle d'audience qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Tante Lisa a suivi, et elle s'est complètement effondrée sous les questions. Elle a admis qu'il connaissait les actifs de papa, qu'il les avait délibérément cachés, qu'ils avaient passé des années à vivre de l'argent qui appartenait à des enfants orphelins. L'oncle Maurice a refusé de témoigner, ce que Sarah a utilisé de manière dévastatrice dans son plaidoyer final. Maurice Carter ne prend pas la barre parce qu'il sait qu'il n'y a aucune excuse pour ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de justification pour voler des enfants. Il n'y a pas de défense pour condamner 4 orphelins à la pauvreté pendant que vous vivez dans le luxe grâce à leur héritage. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures. Lorsqu'ils sont revenus, le président s'est levé et a prononcé un verdict qui a changé nos vies à jamais. Dans l'affaire Carter contre Carter, nous statuons en faveur des plaignants sur tous les chefs d'accusation. Le jugement du juge a été encore plus satisfaisant. Non seulement il a ordonné la libération immédiate du fonds fiduciaire, mais il a également imposé des dommages supplémentaires pour douleur et souffrance, frais juridiques, et des dommages punitifs destinés à punir les accusés pour leur conduite particulièrement odieuse. Mais la vraie victoire est venue lorsque le juge a lu à haute voix une lettre trouvée dans le coffre-fort de papa, une lettre qu'il nous avait écrite à n'ouvrir que s'il lui arrivait quelque chose. Mes chers enfants, si vous entendez ceci, c'est que je ne suis plus avec vous, et je suis tellement désolée. Je veux que vous sachiez que tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce que j'ai construit, c'était pour vous. Le fonds fiduciaire que j'ai établi garantira que vous ne manquiez jamais de rien.
Mais plus important encore, je prie pour que vous soyez toujours là les uns pour les autres. Autumn, ma courageuse fille, je sais que la responsabilité reposera sur tes épaules. Tu es plus forte que tu ne le crois, et je te fais confiance pour garder notre famille unie. Prends soin de tes frères, mais n'oublie pas de prendre soin de toi aussi. Malik, tu as mon sens des responsabilités et la sagesse de ta mère. Utilise-les pour guider ta famille. Jordan, tu as le don de la joie. Ne perds jamais ton rire. Même dans les moments sombres, ta famille aura besoin de ta lumière. Cameron, tu as le cœur doux de ta mère et ma détermination. Suis tes rêves, mais n'oublie jamais d'où tu viens. Je vous ai laissé assez d'argent pour vivre confortablement. Mais plus que cela, j'ai essayé de vous transmettre les valeurs qui feront de vous de bonnes personnes. Aimez-vous. Soutenez-vous. Pardonnez-vous vos erreurs. Soyez la famille dont j'ai toujours rêvé. Tout mon amour, toujours, papa. Il n'y avait pas un œil sec dans la salle d'audience. La victoire juridique n'était que le début de la justice que nous avons obtenue. Au cours de l'année suivante, le karma a rattrapé chacun de nos bourreaux d'une manière à la fois satisfaisante et sobering. L'oncle Terence a perdu son emploi lorsque son employeur a appris l'affaire de fraude. Sa femme l'a quitté, emmenant leur fille et la moitié de leurs biens dans le divorce. La maison qu'il avait achetée avec notre argent volé a été saisie et il a été forcé de s'installer chez des proches qui ne voulaient rien avoir à faire avec lui. Tante Lisa a développé une anxiété et une dépression sévères, incapable de faire face à la honte publique et aux conséquences juridiques. Elle a perdu la plupart de ses amis et s'est retrouvée isolée et amère. L'oncle Maurice a fait face à des accusations criminelles pour fraude et intimidation. Il a été condamné à 5 ans de prison, où son comportement silencieux et dangereux ne lui a valu aucun ami. L'homme qui pensait pouvoir intimider une jeune femme pour la réduire au silence s'est retrouvé impuissant derrière les barreaux. Belle a perdu son emploi d'enseignante lorsque le district scolaire a appris les crimes de sa famille. Son mari l'a quittée, dégoûtée par sa participation au vol des enfants orphelins. Elle a été forcée de retourner vivre avec son père déchu, 2 personnes amères se nourrissant mutuellement de leurs ressentiments. Mais la justice la plus poétique est venue lorsque l'IRS a lancé une enquête sur leurs revenus non déclarés. L'argent qu'ils avaient volé et dépensé si librement est devenu un cauchemar fiscal qui les hantrait pendant des années. Je n'ai pas célébré leur chute, mais je ne vais pas mentir. Il y avait une profonde satisfaction à voir les gens qui avaient essayé de nous détruire affronter les conséquences de leur choix. Le fonds fiduciaire, maintenant d'une valeur de 127 millions de dollars avec les intérêts accumulés, nous a été libéré par étapes. En tant qu'aîné, j'ai reçu un accès immédiat à suffisamment d'argent pour sécuriser notre avenir. Le reste étant retenu jusqu'à ce que mes frères atteignent 25 ans. La première chose que j'ai faite a été d'acheter une maison. Pas un manoir, mais une belle maison de 4 chambres dans un bon quartier, avec une grande cuisine et un jardin où nous pouvions enfin respirer. Après 7 ans dans cet appartement en sous-sol, avoir de l'espace et de la lumière semblait être un miracle. Malik a transféré dans une meilleure école pour terminer son diplôme d'ingénieur. Jordan a pu se concentrer sur le basketball sans s'inquiéter de l'argent. Cameron a poursuivi ses études musicales, pouvant désormais se permettre les meilleurs professeurs et équipements. Mais nous avons appris que l'argent ne pouvait pas effacer les habitudes de survie que nous avions développées. Pendant des mois, nous avons tous stocké de la nourriture, laissé les lumières allumées toute la nuit et vérifié nos soldes bancaires de manière obsessionnelle. Il a fallu du temps pour croire que notre sécurité était réelle. L'attention médiatique était écrasante au début. Tout le monde voulait interviewer la famille Cendrillon, comme l'a appelé un journal. Nous avons été invités à des talk shows, reçu des offres de livres, approchés par des producteurs de films. Nous avons refusé la plupart. Notre histoire nous appartenait et nous n'étions pas prêts à la partager avec le monde. Pas encore. Avec la sécurité financière est venue la liberté de poursuivre nos rêves sans être poussés par le désespoir. Malik a obtenu son diplôme avec mention, décrochant des diplômes en ingénierie et en commerce. Il a créé sa propre entreprise de conseil spécialisée dans la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, perpétuant l'héritage de papa d'une manière qui l'aurait rendu fier. À 26 ans, son entreprise avait des bureaux dans 3 États. Jordan a terminé l'université et a été recruté par une équipe de basketball professionnelle, mais une blessure au genou a mis fin à sa carrière de joueur tôt. Au lieu d'être dévasté, il a canalisé sa passion dans l'entraînement et la gestion sportive.
Il a lancé un programme de basketball pour les jeunes dans le centre-ville d'Atlanta, offrant aux enfants les opportunités dont ils rêvaient pendant nos années les plus difficiles. La carrière musicale de Cameron a décollé comme une fusée. Son premier album, intitulé Basement Dreams, était un hommage à notre parcours et a connu un immense succès. Il a remporté 3 Grammy Awards avant ses 25 ans et a utilisé sa plateforme pour défendre les enfants placés et les familles dans la pauvreté. Quant à moi, j'ai découvert que j'avais un talent pour les affaires et les investissements. J'ai commencé modestement, achetant et rénovant des propriétés dans des quartiers en difficulté, puis j'ai élargi mes activités au restaurant, au commerce de détail et aux startups technologiques. À 30 ans, j'avais construit mon propre empire commercial valant des centaines de millions de dollars. Mais notre plus grand succès, c'est que nous sommes restés ensemble. À travers tout, l'argent, la célébrité, les opportunités qui auraient pu nous tirer dans différentes directions, nous sommes restés une famille. Quand Malik s'est marié à 28 ans, il m'a demandé de l'accompagner dans l'allée. « Tu as été plus qu'une sœur », m'a-t-il dit. « Tu as été notre mère, notre père, notre protectrice. Tu as tout abandonné pour nous élever. Laisse-moi honorer cela. » J'ai pleuré pendant toute la cérémonie, regardant mon petit frère épouser une femme merveilleuse qui comprenait et respectait notre dynamique familiale inhabituelle. Le mariage de Jordan, 2 ans plus tard, était une célébration qui aurait rendu papa fier. Il a épousé son amour de fac dans une cérémonie qui a rempli une église entière de rire et de joie. Quand il m'a remercié dans son discours, me qualifiant de meilleure mère qu'un homme pourrait souhaiter, il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée. Le mariage de Cameron a été le plus beau de tous. Une célébration musicale où il a chanté pour sa mariée une chanson qu'il avait écrite sur le fait de trouver l'amour après la perte. Je l'ai accompagné dans l'allée aussi. Mon petit frère, maintenant un homme accompli, qui m'appelait encore lorsqu'il avait besoin de conseils. À chaque mariage, mes frères m'ont publiquement remercié pour les sacrifices que j'avais faits, pour les promesses que j'avais tenues, pour l'amour qui avait maintenu notre famille unie dans les moments les plus sombres. Pendant des années, j'étais tellement concentrée sur mes frères et sur la construction de notre nouvelle vie que je ne pensais pas à l'amour romantique. Je me convainquais que j'étais trop occupée, trop indépendante, trop ancrée dans mes habitudes pour avoir besoin de quelqu'un d'autre. Puis j'ai rencontré David. Il était architecte, travaillant sur l'une de mes propriétés commerciales, et il n'avait aucune idée de qui j'étais lors de notre première rencontre. Pour lui, j'étais juste une cliente parmi d'autres, et j'aimais la normalité de cela. Il était gentil, drôle, travailleur et totalement indifférent à la richesse ou au statut. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un dîner, pas très différent de Sonny's Kitchen, où j'avais travaillé autrefois. Quand je lui ai dit que j'aimais la simplicité de l'endroit, il a ri et a répondu « Tant mieux, parce que je ne cherche pas à t'impressionner avec de l'argent. J'essaie de t'impressionner avec ma personnalité pétillante. » Il m'a impressionné par son intégrité, sa passion pour son travail et son intérêt sincère pour qui j'étais en tant que personne, pas pour ce que j'avais accompli ou accumulé. Quand je lui ai enfin raconté mon histoire, il a écouté sans jugement ni pitié. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée, » a-t-il dit simplement, « et la plus aimante. Tes frères ont de la chance de t'avoir. C'est moi qui ai de la chance de les avoir, » ai-je corrigé. « Vous avez de la chance de vous avoir les uns les autres, » a-t-il répondu. « C'est ça, une vraie famille. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie intime, avec mes frères comme témoins, et Madame Rodriguez, notre ancienne propriétaire qui était devenue comme une grand-mère pour nous, me conduisant à l'hôtel. C'était parfait dans sa simplicité. David et moi avons eu 3 enfants, des jumelles, Grace et Hope, et un fils que nous avons nommé Raymond, en hommage à mon père. Les enfants de mes frères m'appellent Tante Autumn, mais ils connaissent aussi l'histoire de comment j'ai élevé leur père. Ils comprennent que notre famille est bâtie sur le sacrifice, l'amour et des liens indestructibles. Tous les dimanches, nous continuons les matins pancakes. Maintenant, dans ma spacieuse cuisine, avec 3 familles réunies autour d'une table pouvant accueillir 20 personnes. Les enfants rien des histoires de leur père mangeant des nouilles ramen pendant des semaines entières. Et nous nous assurons qu'ils comprennent à quel point ils sont chanceux. Mais nous veillons aussi à ce qu'ils comprennent la valeur du travail acharné, de prendre soin les uns des autres, de tenir ses promesses, même quand c'est difficile. La fille de Malik, Danielle, nommée d'après ma mère,
étudie pour devenir enseignante. Le fils de Jordan, Marcus, joue au basket comme son père, mais veut devenir médecin. Les jumeaux de Cameron sont doués pour la musique comme leur père, mais ancrés dans les valeurs que nous leur avons enseignées. Ils sont la 4e génération d'enfants Carter élevés avec amour et sécurité. Mais ils connaissent l'histoire de leur famille. Ils savent que leurs vies confortables ont été construites sur les sacrifices d'une jeune fille de 19 ans qui a refusé de laisser sa famille se briser. Le succès nous a donné les ressources pour aider les autres. Et nous n'avons jamais oublié d'où nous venions. Ensemble, mes frères et moi avons créé la Fondation Raymond Carter. Non pas pour clore notre histoire, mais comme un hommage vivant à notre père et aux valeurs qu'il nous a inculquées. La Fondation fournit une aide d'urgence aux familles confrontées à des difficultés soudaines, des bourses pour les étudiants sortant du système de placement familial et un soutien pour les frères et sœurs essayant de rester ensemble dans le système. Nous avons aidé des centaines de familles à éviter la séparation et la pauvreté que nous avons connues. Chaque subvention que nous approuvons, chaque famille que nous aidons à rester unie, est une victoire contre les forces qui ont essayé de nous briser. J'ai également lancé un programme de mentorat pour les jeunes femmes qui se retrouvent responsables de leurs frères et sœurs ou d'autres membres de leur famille. Je leur enseigne des compétences pratiques, comment établir un budget, naviguer dans les systèmes juridiques, trouver des ressources. Mais plus important encore, j'essaie de leur donner ce que j'aurais aimé avoir, quelqu'un qui comprenne le poids qu'elle porte. Vous n'êtes pas seul, dis-je à chaque jeune femme que je rencontre. Ce que vous faites est difficile, mais c'est aussi héroïque, et vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Maintenant, à 32 ans, je regarde en arrière sur notre parcours avec un mélange de douleur et de fierté. Les années de lutte ont été brutales, mais elles nous ont forgés en des personnes que nous n'aurions peut-être jamais été autrement. Malik est l'un des jeunes entrepreneurs les plus prospères du Sud-Est, mais il est aussi humble, généreux et dévoué à sa famille. La responsabilité qu'il a portée adolescent lui a appris à diriger avec force et compassion. Le charisme naturel de Jordan aurait pu le rendre arrogant, mais ces années à dédramatiser nos épreuves lui ont appris à utiliser l'humour pour guérir plutôt que pour blesser. Il est devenu un leader dans le sport pour les jeunes, changeant des vies à travers le basket et le mentorat. Les dons artistiques de Cameron, affinés par la souffrance, sont devenus quelque chose de véritablement transcendant. Sa musique parle aux personnes qui ont connu la perte et la lutte, offrant espoir et guérison à parts égales. Quant à moi, j'ai appris que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. L'amour m'a fait travailler à 3 emplois sans me plaindre. L'amour m'a donné la force de me battre pour ce qui était juste. L'amour a maintenu notre famille unie quand tout le reste s'effondrait. L'argent que nous avons finalement reçu a changé nos vies. Mais ce n'est pas ce qui nous a sauvés. Nous nous sommes sauvés les uns les autres. L'année dernière, pour le 10e anniversaire de notre victoire au tribunal, j'ai reçu une lettre inattendue. Elle venait de l'oncle Terence, écrite depuis le petit appartement où il vit maintenant seul. « Oh Tom, disait-elle, je sais que je n'ai aucun droit de contacter, et je ne m'attends pas à un pardon, mais j'ai besoin que tu saches que je pense à ce que nous avons fait tous les jours. Nous étions jaloux du succès de Raymond, plein de ressentiment qu'il semblait tout avoir pendant que nous luttions. Quand il est mort, nous avons vu une opportunité de prendre ce que nous pensions qu'il nous devait. Nous nous sommes dit que nous protégions vous, les enfants, de faire des erreurs avec de l'argent que vous étiez trop jeunes pour gérer. Mais la vérité, c'est que nous étions juste cupides et amers. Nous avons justifié le vol d'orphelins parce que nous voulions ce que votre père avait construit. En voyant ce que vous êtes devenus, comment tu as élevé ces garçons, le succès que vous avez tous atteint, j'ai réalisé quel monstre j'étais. Tu étais une meilleure parent à 19 ans que je ne l'ai jamais été en tant qu'adulte. Ton père serait tellement fier de la femme que tu es devenue et des hommes que tu as élevés. Je ne demande pas le pardon, car je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que justice a été rendue, et c'était juste. Vous méritiez mieux de votre famille, et je suis désolée de vous avoir si complètement déçu. Ton oncle Terence. J'ai montré la lettre à mes frères, et nous en avons parlé pendant des heures. Il y avait encore de la colère, mais aussi quelque chose comme de la pitié. Terence avait détruit sa propre vie par cupidité et jalousie, perdant tout ce qui comptait tandis que nous avions gagné tout ce qui avait de la valeur. Je lui ai répondu, non pas pour pardonner, mais pour clore le cercle.
Oncle Terence, ai-je écrit, j'apprécie ton honnêteté. Ce que tu as fait est impardonnable, mais j'ai appris que porter de la colère ne fait de mal qu'à celui qui la porte. Je ne te pardonne pas pour ce que tu nous as pris, mais je ne te hais plus non plus. Tu avais tort sur une chose cependant. Papa ne devait son succès à personne, ni à toi ni à qui que ce soit d'autre. Il l'a gagné par son travail acharné et ses sacrifices. La seule chose que nous nous devons les uns aux autres, c'est une décence humaine de base. Et tu as complètement échoué à ce test. Mais ta lettre me dit que tu le comprends maintenant. J'espère que tu trouveras la paix dans les années qu'il te reste. Automne, je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Aujourd'hui, je suis assise dans mon bureau surplombant le centre d'Atlanta, regardant la ville s'agiter en contrebas. Mes entreprises emploient plus de 1000 personnes. Mes frères ont construit leurs propres entreprises prospères. Nos enfants sont heureux et en bonne santé, grandissant avec des avantages que nous n'avons jamais eus, mais aussi avec les valeurs que nous avons apprises dans cet appartement en sous-sol. Les gens me demandent souvent si je regrette les années de lutte, si j'aimerais que les choses aient été différentes. La réponse honnête est compliquée. Je regrette que mes frères aient vu leurs sœurs s'épuiser à travailler. Je regrette que nous ayons manqué les expériences normales de l'adolescence. Je regrette le stress, la peur, les nuits où je restais éveillée à me demander si je les laissais tomber. Mais je ne regrette pas d'être devenue la personne que ces luttes ont faite de moi. Je ne regrette pas le lien que ces épreuves ont forgé entre mes frères et moi. Je ne regrette pas d'avoir appris que nous pouvions survivre à tout tant que nous étions ensemble. L'argent était agréable à recevoir, mais ce n'est pas ce qui nous a rendus riches. Nous étions riches au moment où nous avons décidé d'affronter nos défis ensemble. Nous étions riches tous les dimanches matins quand nous nous réunissions pour des pancakes. Nous étions riches de l'amour qui nous a maintenus ensemble à travers tout. Hier, Cameron m'a appelé de Los Angeles où il enregistrait son 5e album. Automne, m'a-t-il dit, j'étais en studio, repensant à ces vieux jours, et j'ai réalisé quelque chose. Tu te souviens de ce que tu nous as dit cette dernière nuit dans notre ancienne maison? Tu as dit que tout irait bien, que tu prendrais soin de nous quoi qu'il arrive. Je m'en souviens, ai-je répondu. Tu as tenu cette promesse, chaque partie de celle-ci. Même quand ça semblait impossible, même quand tu t'effondrais sous le poids, tu nous as gardés en sécurité. Tu nous as gardés ensemble, tu nous as gardés en vie. Nous nous sommes gardés en vie les uns les autres, ai-je corrigé doucement. Peut-être, a-t-il dit, mais tout a commencé avec toi. Tout a commencé avec une fille de 19 ans qui a refusé de laisser sa famille se briser. Et regarde-nous maintenant. Nous sommes tous prospères. Nous sommes tous heureux. Nous avons tous nos propres familles. Mais plus que ça, nous sommes toujours frères. Nous nous aimons toujours. Nous sommes toujours en vie. Après avoir raccroché, j'ai pensé à la lettre de papa, celle que le juge avait lue au tribunal. Il y a tant d'années, il m'avait demandé de garder notre famille unie, et je l'avais fait. Il m'avait demandé de prendre soin de mes frères, et je l'avais fait. Mais il m'avait aussi demandé de ne pas oublier de prendre soin de moi. Et finalement, avec leur amour et leur soutien, j'avais appris à le faire aussi. La fille qui avait fait ses promesses dans un salon vide, entourée de cartons et d'incertitudes, n'avait aucune idée de ce que l'avenir lui réservait. Elle n'aurait pas pu imaginer la richesse, le succès, le bonheur qui l'attendait de l'autre côté de toutes ces luttes. Mais elle savait une chose, avec une certitude absolue. Elle ne briserait jamais une promesse faite aux personnes qu'elle aimait. Et elle ne l'a jamais fait. C'est mon histoire, notre histoire. C'est une histoire d'amour triomphant de la cupidité, d'un lien familial plus fort que toutes les forces qui ont essayé de le briser et de promesses tenues contre des obstacles impossibles. C'est l'histoire de 4 enfants orphelins qui ont refusé d'être détruits par ceux qui auraient dû les protéger. Nous n'avons pas seulement survécu, nous avons prospéré. Et chaque jour, nous nous réveillons reconnaissants pour le voyage qui nous a menés ici, même les parties sombres, car elles nous ont appris qui nous sommes vraiment. Nous sommes la famille Carter, nous sommes indestructibles, et nous sommes la preuve vivante que l'amour, en fin de compte, gagne toujours. Cette histoire est dédiée à chaque jeune qui a dû grandir trop vite, à chaque famille qui a choisi l'amour plutôt que l'amertume, et à tous ceux qui croient que notre plus grand héritage n'est pas ce que nous recevons, mais ce que nous donnons à la prochaine génération. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches. Laissez vos pensées et opinions sur cette histoire dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine histoire. Au revoir.